8 juin 1916, au nord de Verdun. La nuit tombe sur un charnier humain et les sous-lieutenants Erduin et Mihan du 347e régiment d'infanterie, épuisés, ne savent plus quoi faire. La situation est critique. Cela fait des jours que leurs divisions se font pilonner sans relâche, que les morts s'amoncellent et que l'ennemi gagne du terrain. Ils savent depuis peu que leur lieutenant-colonel est mort et que leur commandant a été fait prisonnier. Ils savent aussi qu'il ne leur reste une quarantaine d'hommes et plus aucune munition. Mais c'est quand ils réalisent qu'ils seront bientôt complètement encerclés, sans communication avec l'arrière et sans ravitaillement, qu'ils comprennent qu'il n'y a plus rien à espérer de cette bataille. Une fois la nuit tombée, Erduin et Mihan se concertent et arrivent à la conclusion que s'ils ne veulent pas être tués ou faits prisonniers, il faut se replier. Les 2 sous-lieutenants et la quarantaine de survivants profitent de l'obscurité pour rejoindre un autre régiment, non loin de leur position. Ils se présentent à l'officier qui les réprimande, refusent leur intégration à son bataillon et leur donnent l'ordre d'aller reprendre le terrain qu'ils ont perdu. Erduin et Mihan sont stupéfaits. Il est strictement impossible dans leurs conditions de reprendre à 40 ce qu'ils ont perdu à plusieurs centaines d'hommes. Ils sont épuisés et traumatisés, et pas encore fous. Ils n'obéiront pas. Ils n'iront pas se jeter dans une pluie de métal pour aucun autre objectif que l'exemple. À la place, les voilà qui traînent leur corps jusqu'à Verdun. Ils y arrivent à la levée du jour, se dirigeant vers la caserne d'Antoir, où ils font face au major. Et puis, se considérant relevés, les 2 sous-lieutenants et leurs hommes profitent d'un repos vital dans la ville. C'est là qu'Erduin écrit une lettre à sa femme. Notre division est fauchée. Le régiment anéanti. Je viens de vivre 5 jours terribles, voyant la mort à chaque minute. 4 jours, sans boire, ni manger, sous les obus et dans la boue. Quel miracle que je sois encore là. Je suis abasourdi de tout ce que j'ai vu. Il me faut encore quelques jours pour m'en remettre. Les hommes sont reconnaissants. Ils savent qu'ils auraient pu être jetés sous les obus si personne n'avait tenu tête à la hiérarchie. Ils en profitent pour dormir comme des loirs, bander leurs blessures, se nourrir d'espoir et de pitance. Bientôt, ils rejoindront le capitaine de la ruelle, au front, pour continuer le combat. La lettre ne concerne pas l'ennemi, mais donne l'ordre de les fusiller immédiatement, tous les 2, apparemment coupables d'abandon de poste. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. Erduin demande à s'expliquer, et par amitié, le capitaine de la ruelle fait parvenir un courrier du condamné à son général. Un courrier qui revient quelques heures plus tard, encore scellé, et sur lequel il est écrit la mention « Pas d'observation. Exécution immédiate ». Comment encaisser pareille nouvelle? Comment admettre la fin quand elle est imposée par son propre camp? Écrire. Une dernière fois. Écrire à sa femme est à cet instant précis le seul moyen pour Erduin d'accepter le sort injuste qui semble lui être destiné. Nous avons, comme je te l'ai dit, subi un grave échec. Tout mon bataillon a été pris par les Boches. Sauf moi, et quelques hommes. Et voilà qu'on me reproche d'en être sorti. Maintenant, le colonel Bernard nous traite de lâches. Comme si à 30 ou 40 hommes, nous pouvions tenir comme 800. Enfin, je subis le sort. Je n'ai aucune honte. Mes camarades qui me connaissent savent que je n'étais pas un lâche. J'ai ma conscience tranquille.
Réclame ma pension. Tu y as droit. Crie. Crie après ma mort. Contre la justice militaire. Les chefs cherchent toujours des responsables. Ils en trouvent pour se dégager. Adieu. Je t'aime. PS. Je serai enterré au bois de Fleury, au nord de Verdun. Comme toutes les exécutions pour l'exemple, ordonnées du bout des lèvres par des chefs quelque part dans un bureau, celle d'Erduen et Mian doit permettre le maintien de la discipline. Le résultat concret sur le terrain est bien différent. Comment demander à des soldats révoltés, les yeux chargés de larmes depuis des heures, de tuer 2 hommes qui ont partagé la misère de leur quotidien? Comment demander à ces soldats qui n'ont pas pu se défaire de l'ennemi d'abattre de sang-froid 2 de leurs frères de galère? Pire encore, comment leur demander d'exécuter ceux sans qui ils ne seraient probablement plus de ce monde? Comment pourraient-ils mener à bien cette tâche si anodine pour celui qui la formule, mais si lourde pour ceux qui l'exécutent? La réponse est évidente. Ils ne peuvent pas. D'un instant à l'autre, nous allons être rejetés dans la bataille. Et nos soldats sont désemparés, amorphes. Avant de mourir, parlez-leur. C'est à n'y rien comprendre. Voilà que le pays qui l'exécute sans même l'écouter lui demande de soutenir l'effort de guerre. La France le tue et exige son patriotisme. Mais Erduen est un militaire. Il a déjà tout connu dans l'armée. Et bien qu'il se sache innocent de ce qu'on lui reproche, il tient à faciliter la tâche de ses soldats. Alors pour mettre fin à cet ignoble drame, pour couper court à cette farce nationale, il prend son courage à 2 mains. Puisque cette histoire doit s'achever comme ça, ici et maintenant, alors autant qu'il prononce lui-même les dernières lignes du récit. Mes enfants! Nous ne sommes pas des lâches! Il paraît que nous n'avons pas assez tenu! Vous devez tenir jusqu'au bout!